Salut tout le monde. Alors, j'entame le deuxième épisode de ma biographie, essentiellement tourné autour de la médecine, parce que ça a quand même été une grosse partie de ma vie que de me remettre debout. Je suis quelqu'un qui a appris à marcher 4 fois dans ma vie. À l'âge de 18 ans, je me suis cassé la colonne. Généralement, je dis pas comment. Les gens me demandent tout le temps, mais comment? Et puis, ça m'a l'air d'être quelque chose où ils se concentrent beaucoup plus sur la volonté d'anecdotes qui me semblent sans intérêt parce que ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on comprenne ce que moi je vis, parce que le fait de vivre avec des capacités pas seulement motrices perturbées, mais aussi des capacités du système nerveux autonome limitées. C'est extraordinairement complexe à comprendre. Les capacités euh, modifiées ou limitées du système nerveux autonome à fonctionner, c'est réellement un handicap invisible. Et tant que les gens n'auront pas compris ça, ils ne pourront pas comprendre certains comportements, certaines limitations. Et du coup, ça me semble réellement important qu'on se concentre là-dessus euh, pour pouvoir réellement saisir. Je veux dire, cette histoire de handicap invisible, c'est extrêmement préoccupant. Sinon, on se dit, ouais, la personne, c'est une feignante, ou c'est un con, c'est un fou, il fait n'importe quoi, alors qu'on comprend juste pas que pendant que je fais mes courses, à un moment donné, j'ai des tels vertiges que j'ai que j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Je suis obligé de quasiment me coucher au milieu du magasin ou des trucs comme ça. Mais bon, vu que les gens aiment des histoires d'horreur, je vais vous raconter des histoires d'horreur. À savoir, en premier lieu, l'anecdote, la petite anecdote. J'ai 18 ans, il est 11 heures du soir. Je roule sur une petite route de campagne que je connais bien, qui me permet de rentrer chez moi. Et sur cette petite route de campagne, il y a un, un, un feu, un phare, un lampadaire tous les 100 mètres, tous les 200 mètres, comme sur plein de petites routes de campagne. Sauf que cette route de campagne est brutalement interrompue par une tranchée en construction. La tranchée, c'est une tranchée d'autoroute. Elle est perpendiculaire à la petite route de campagne. Elle fait donc 8 mètres de fond et 20-30 mètres de large. Vous savez, les autoroutes, souvent, elles sont en contrebas, puis après on construit des ponts par-dessus. Et là, on a déjà fait la tranchée de l'autoroute, mais on n'a pas encore fait le pont. Et par contre, on a donc ces lampadaires tous les 100-200 mètres. Sauf que certains de ces lampadaires, ils sont de l'autre côté de la tranchée, créant ainsi l'illusion d'optique parfaite que cette route continue, alors qu'en réalité, au milieu de cette route, il y a une tranchée de 8 mètres de fond et 30 mètres de large, sans aucun panneau de signalisation, pour dire, tiens, cette route est interrompue par un trou de 8 mètres de fond et 30 mètres de large. Donc, il est 11 heures du soir, je suis à 40 km/h, et et je n'ai jamais arrivé de l'autre côté de la tranchée. Évidemment, 40 km/h, ça ne suffit pas pour franchir un trou qui fait 40 mètres de large et 8 mètres de fond. Donc à 11 heures du soir, je me retrouve au fond du trou. Et je pense que je suis assommé à peu près une demi-heure. Et quand je me réveille, je constate que je ne peux pas me relever. Donc je comprends assez vite que c'est grave. Je me dis, ah, si je peux pas me relever, c'est grave. Et c'est d'autant plus grave que il est 11 heures du soir, que nous sommes le 3 mars 1989, et que donc il va faire froid. En mars, il fait un peu froid. Et je me dis, bon, on va me retrouver demain matin.
Et j'attends que le temps passe au clocher voisin de quelques kilomètres. Chaque heure qui passe, on entend au nombre de coups de cloche l'heure qu'il est. À 4 heures du matin, je me dis, c'est bientôt l'aube. À 8 heures du matin, je me dis, on va bientôt me retrouver. Il y a les premiers promeneurs qui vont arriver. J'ai froid, j'ai mal. À 9 heures du matin, effectivement, on me retrouve. J'ai faim. Je me dis, on va me donner à manger. Et pas du tout. La police commence par me demander mes papiers. Et on m'emmène à l'hôpital. Et on ne me donne pas à manger parce qu'on ne mange pas avant une opération. Je rêve de tartines, de confiture de fraises. Mais là, non. On m'injecte un profond sédatif. Et je me suis donc cassé la 6e, 7e vertèbre cervicale. Des petits morceaux de vertèbres se sont plantés. Donc la vertèbre, c'est l'os, hein, on est d'accord. Des petits morceaux de vertèbres se sont plantés dans la moelle épinière. Donc la moelle épinière, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le prolongement du cerveau, une espèce de gros euh, tuyau fait de prolongement de neurones et de neurones qui donc prolonge le cerveau jusqu'au coccyx et qui envoie tous les messages nerveux. Et donc il va falloir retirer ces petits bouts d'os de la moelle épinière, les fixer. Et pour cela, il faut ouvrir le cou. C'est assez impressionnant parce qu'ils ont ouvert le cou à la fois depuis l'avant et depuis l'arrière. Donc ça veut dire que quand tu ouvres le cou depuis l'avant, tu imagines le nombre de tuyaux et de bordel que tu as écarté. Pour pouvoir accéder à l'arrière de la colonne, il faut écarter littéralement. On va faire le tour des structures physiologiques importantes qu'il faut écarter sans rien casser, hein. Il y a, euh, il y a quand même la carotide, la trachée, l'œsophage, la thyroïde, le larynx, toute la musculature. Et il va falloir délicatement écarter tout ça pour arriver à la partie osseuse, où il y a toutes les sorties, les nerfs qui sortent le long de la colonne. Donc et à cet endroit-là, c'est le nerf vague qui sort, qui va d'ailleurs être abîmé probablement. Donc on a, à chaque vertèbre, on a une série de nerfs qui sort et, et qui envoient des messages de régulation pour à la fois la musculature et pour le système nerveux autonome. Donc là, en l'occurrence, sur la partie cervicale, c'est le cervicale basse, c'est le nerf vague qui sort, qui fait toute la régulation du système nerveux autonome, donc la régulation automatique de fonctions telles que respiration, digestion, régulation cardiaque, etc. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on meurt quand on casse les vertèbres un petit peu plus haut que la partie cervicale basse. Donc en gros, si on casse à la base du cou, ça donne des tétraplégiques complets qui bougent plus grand chose. Et si on casse les vertèbres un peu en dessus de la 4e cervicale, là on arrête les fonctions cardiaques et pulmonaires. Et donc la survie est peu probable, on va dire. Donc voilà. Mon chirurgien, qui s'appelait Reverdin, grande famille de chirurgiens, les Reverdin, famille de chirurgiens de père en fils depuis de nombreuses générations. Mon chirurgien va donc écarter toutes ces structures physiologiques pour pouvoir accéder à la partie osseuse de la colonne.
il va prendre un petit morceau d'os, sur la crête de l'iliaque, donc sur le bassin, pour pouvoir faire une greffe osseuse et fixer ensemble, les la cat la, 5e, 6e et 7e vertèbre cervicale, de façon à former un bloc osseux et à stabiliser tout ça. Ah, vous vouliez des détails gore? Eh ben voilà. Ensuite, de quoi il va refermer délicatement tout ça. Et on va me planter dans le crâne, à droite et à gauche, des cônes de métal pour pouvoir tirer sur le cou avec une poulie et des poids. Donc après, je suis couché sur le dos avec des cônes de métal plantés sur la tempe à droite et à gauche, ce qui permet à un arc de métal relié à des poids de m'étirer la colonne de manière à la laisser bien droite. Et donc je vais devoir rester le temps que ça se ressoude en permanence sur le dos. Le temps que ça se ressoude. Et donc, ce chirurgien Reverdin est le seul à avoir vu ma moelle épinière réellement. Et lui va dire que je remarcherai. Pas comme avant, mais que je remarcherai. Par la suite, d'autres médecins me diront que je ne remarcherai jamais, mais bref. Lui, il va dire que je remarcherai. Et donc, je me retrouve à 18 ans sur le dos, complètement pété par les nombreux calmants qu'on est obligé de te donner après une telle opération, avec des cauchemars horribles, parce que je me rends bien compte que de l'incertitude profonde pour la suite de ma vie. À ce moment-là, je fais des cauchemars terrifiants, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je n'en ferai à aucun autre moment de ma vie, quasiment. Mais là, l'incertitude est terrifiante. Et donc, je reste 15 jours en neurochirurgie. Et les gentilles infirmières m'offrent un joli petit serpent en peluche bleue, qui est très marrant, que j'ai perdu depuis d'ailleurs, suite à mes nombreux déménagements et à ma vie aventureuse. Ensuite de quoi on me transfère au centre de réadaptation des paraplégiques. Donc c'est un endroit où on vous dit bienvenue dans le monde des lésés médulaires. Vous êtes désormais un lésé médulaire, c'est-à-dire un paraplégique ou un tétraplégique, et vous ne remarcherez plus jamais de votre vie. Et donc nous allons devoir vous réapprendre à vivre sans votre capacité à bouger vos jambes, sans votre capacité à pisser et à chier normalement. On va donc vous apprendre à pisser, on va vous apprendre à chier et on va vous apprendre à vous déplacer dans une chaise roulante. Parce que évidemment, quand tu es dans une chaise roulante, il faut apprendre à passer de ta chaise roulante à ta voiture, à ton lit, etc. Il faut apprendre à faire passer à cette chaise roulante les obstacles les plus divers, tels que les trottoirs, les dévers, le moindre petit obstacle dérisoire en chaise roulante est super chiant en fait, parce que la ville n'est absolument pas faite pour une chaise roulante. Donc voilà, à 18 ans, on me dit, après cette opération, à 18 ans, on me dit, tu ne remarcheras pas, il te faut apprendre à manier une chaise roulante, bla bla bla. Et bon, moi je vois bien que mes jambes elles bougent un petit peu et je suis sceptique et je dis à mes médecins, j'ai des théories assez rigolotes. Je dis, non, non, mais l'univers entier est... Je leur dis l'univers entier est psychosomatique, ce qui veut rien dire, mais c'est une manière de leur dire, non, mais oula, oula, on se calme là. Cette histoire de ne plus jamais marcher, je demande à voir. Et
bon, la médecine moderne me dit aussi, nous, on ne peut rien pour vous. En fait, comme ils sont arrogants, ils me disent pas, nous, on ne peut rien pour vous. Ils me disent, personne ne peut rien pour vous. Mais moi, ce que je me dis, c'est la médecine occidentale ne peut rien pour moi et je, et je vais donc fomenter en silence la théorie suivante. Je vais faire le tour des médecines d'autres peuples pour voir ce que disent les médecines d'autres civilisations au sujet de ce qu'on peut faire pour améliorer un système nerveux lésé. Eh bien, m'en a pris parce qu'en fait, il y a toutes sortes d'autres médecines qui ont d'autres capacités et qui ont d'autres choses à m'apprendre pour au moins améliorer mon système nerveux, ma motricité, mon équilibre nerveux, le fameux système nerveux autonome. Alors, je vais faire plusieurs épisodes de ma vie médicale et je vais pas le faire chronologiquement, je vais le faire par strate parce qu'il s'est passé tellement de choses que je préfère le faire par sujet que chronographiquement. Alors, au début de cet épisode, je vous ai dit que j'avais appris à marcher 4 fois. Là, je vais vous énumérer les 4 fois où j'ai réappris à marcher, les circonstances de ces 4 fois. Bon, la première fois que j'ai appris à marcher, c'était... Est-ce que ça compte? C'est quand j'étais bébé, j'ai appris à marcher. La deuxième fois où j'ai appris à marcher, c'était en 89, donc après les événements que je viens de raconter, après m'être cassé la colonne vertébrale. 89, hautement symbolique d'ailleurs. Je me suis cassé la colonne vertébrale. Je me souviens encore, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, de voir le mur de Berlin tomber. C'était des moments de profonde transformation planétaire, comme maintenant. La troisième fois que j'ai appris à marcher, c'était 15 ans plus tard à peu près. À l'époque, je marchais, mais j'avais des douleurs très profondes et j'avais, par exemple, un talon qui n'arrivait pas à toucher par terre, tellement il y avait enfin, certains muscles étaient très raccourcis. Et j'entends parler d'un chirurgien russe installé en Espagne qui a compris que quand un muscle est raccourci, en fait, c'est pas tout le muscle qui est raccourci, c'est souvent une fibre, et que si on enlève cette fibre, tout le muscle fonctionne mieux. Bon, j'entends parler de ce chirurgien. Personne ne connaît cette technique en Suisse. Et je laisse ça dans un coin de ma tête. Une année après, je réentends parler de ce chirurgien. Et là, une femme a eu la bonne idée euh, de filmer la qualité de sa marche avant et après. Et là, je me dis, waouh, il faut que je fasse ça. J'interroge tous les médecins autour de moi en Suisse. Personne n'est capable de me dire si c'est bien, si c'est pas bien. L'opération est à ma charge entièrement. C'est pas remboursé. C'est une technique qui est inconnue en Suisse, qui est même désapprouvée par la fondation des paraplégiques. Enfin, eux ne croyaient pas à cette opération-là. Euh, Moi, je vais le faire. Je vais décider par moi-même, seul, au vu des résultats dont j'ai entendu parler, d'aller faire cette opération. Alors, ça se passe de la façon suivante. Je vais avec ma sœur parce que je sais que je devrais revenir en chaise roulante. Je pars en marchant, je reviendrai en chaise roulante et je devrais réapprendre à marcher. Le chirurgien. Et donc ce chirurgien, uniquement en me voyant marcher, 30 secondes, il me dit on va couper là, 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 là et là. Ensuite de ça, c'est une opération qui dure 20 minutes. L'anesthésie est uniquement gazeuse.
il rentre dans les muscles avec un fin stylet. J'aurais bien aimé voir l'outil, j'ai pas pu le voir malheureusement. Il rentre dans le muscle avec un très fin stylet, il coupe ce qu'il a à couper, il sort, la cicatrice elle fait 1 mm². Donc je me réveille euh, 1 heure après, je sais pas. Il a coupé 13 muscles, dont certaines fibres qui doivent faire plusieurs centimètres carrés. Il y a zéro cicatrice, enfin les cicatrices font 1 mm², c'est la tête d'une taille d'épingle. Par contre, comme à l'intérieur il a coupé des fois des sections qui font plusieurs centimètres carrés, le corps est profondément traumatisé à l'intérieur, avec zéro cicatrice donc, et on peut plus marcher clairement, hein. Il va falloir ensuite 1 mois de lit, suivi d'une reconstruction totale de la musculature en fait, parce que bah, toute la musculature doit s'adapter à des nouvelles longueurs de muscles. À la suite de ça, bah, je vais marcher beaucoup mieux, j'aurai beaucoup moins de douleurs, j'aurai des nouvelles capacités motrices, donc sur une initiative que j'ai eue moi-même, qui n'était pas du tout envisagée en Suisse. Voilà. Donc ça, c'est c'est la troisième fois où j'ai réappris à marcher, donc après cette opération. 1 mois de lit et ensuite quelques mois de réapprentissage de la marche avec des nouvelles capacités motrices. Voilà, et on en arrive maintenant à la 4e fois où je vais réapprendre à marcher. Et c'était compliqué la 4e fois. Peu avant le confinement, j'ai un problème à la hanche. Je soupçonne personnellement la tête du fémur, mais je sais pas, les spécialistes me disent non, c'est pas ça. Je veux aller à la clinique des paraplégiques qui, en insistant que c'est pour la hanche, et ils me refusent parce qu'eux, ils veulent s'intéresser à ma vessie, à mes intestins, à un tas de trucs qui est le standard dont on s'occupe chez les paraplégiques. Moi, je dis non, je veux qu'on s'occupe de la hanche, et eux, ils veulent me faire perdre mon temps à s'occuper de ma vessie. Bref, finalement, j'accepte parce que j'ai pas le choix. Et ils vont d'ailleurs quasiment me tuer. En fait, leur projet, c'est de me bousiller le sphincter pour que je me sonde 5 fois par jour, parce qu'ils disent que ça va résoudre mes problèmes neurovégétatifs, donc du système nerveux autonome. Ils m'apprennent donc à me sonder, ce qui donne lieu à une infection nosocomiale qui manque de me tuer, en fait, avec une bactérie. Il faut que je raconte cette histoire, d'ailleurs, en détail, parce qu'elle est vraiment intéressante. On est au début du Covid. La clinique de paraplégie insiste donc pour que j'apprenne à me faire des sondages urinaires, donc à m'enfiler un tuyau dans l'urètre, c'est-à-dire ouais, dans l'endroit qui sert à faire pipi. Je précise des fois, parce que pas tout le monde a les mêmes notions de physiologie, et j'ai brutalement la température qui monte à 42 fièvre, panique, on isole, on vérifie, non c'est pas le Covid, et finalement vient la troupe de petits médecins là dans ma chambre dire ah on a trouvé ce que vous aviez, c'est une infection. Et moi je fais oui, et laquelle? On a trouvé ce que c'est une bactérie. Je dis oui, laquelle? Et là, je vois la médecin qui se recule un petit peu et puis qui fait gna gna. Puis je la regarde, je lui fais ouais, elle a un nom cette bactérie. Et puis je sens qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise. Et finalement, elle finit par me lâcher un nom de bactérie. Et je me dis, tiens, c'est curieux à quel point elle n'était pas à l'aise. Donc je vais fouiller dans Internet. Et là, je m'aperçois que c'est une bactérie, donc typiquement nosocomiale, donc qu'on chope uniquement à l'intérieur des hôpitaux, qui est réputée pour tuer les patients dans 30% des cas. Donc voilà, sur leurs conseils et avec leur pression, ils m'ont mis dans une situation où j'avais un tiers de chance d'être mort.
Et en revanche, ils n'ont pas réussi à me diagnostiquer et ils m'ont fait perdre plusieurs mois sur le diagnostic de nécessité d'avoir une prothèse de hanche. Euh, bon, donc je ressors de cet hôpital en n'étant pas plus avancé qu'avant. Il va finalement falloir du temps pour trouver que oui, effectivement, ce qu'il faut, c'est une prothèse de hanche. Et quand on trouve qu'il faut une prothèse de hanche, eh ben, euh, on est en pleine période Covid et là, les salles d'opération sont fermées totalement. Il n'y a plus d'opération chirurgicale pour personne. Donc, on va me laisser pourrir pendant plus d'une année, c'est-à-dire, comme j'ai plus de cartilage entre la tête du fémur et le bassin, et que par ailleurs j'ai une lésion médulaire, donc la spasticité, je ne peux plus marcher, je ne peux plus bouger en fait, et j'ai le psoas qui se rétracte. Donc le psoas, c'est le plus gros muscle du corps qui relie le haut du fémur jusqu'à... Il passe à travers le bassin et il relie l'arrière de la colonne. Donc autant dire que quand le psoas se rétracte, on finit en position de fœtus. Donc c'est à peu près ce qui m'arrive pendant une année, petit à petit. Je me rétracte en position de fœtus. Les salles d'opération sont fermées, pas d'opération possible. Mon psoas se rétracte. Je prends 15 kilos de graisse. Je suis en chaise roulante. Euh, Au passage, merci infiniment à toute l'équipe de personnes avec qui je fais des chansons. Euh, à ce moment-là, avant, je faisais de la danse en fait. Et au moment où je me retrouve en chaise roulante, je décide de faire de l'orgue d'église, ce qui va donner lieu à finalement, je fais du synthétiseur. J'ai un professeur de musique qui me demande de créer un groupe de musique parce que lui, il doit apprendre à... Il doit enseigner aux gens à chanter ensemble. Et je trouve 4 ou 5 personnes avec qui je vais faire de la musique pendant toute cette période. On va créer un groupe qui va être, dont l'objectif va être de créer un morceau pour l'examen de mon prof de musique. Donc merci infiniment encore aux personnes avec qui j'ai pu faire de la musique pendant cette période. Ça m'a littéralement pas tenu debout parce que j'étais pas debout, mais ça m'a donné le moral suffisant pour continuer à vivre. Bon, arrive la fin du confinement, j'ai donc perdu ma musculature, une bonne partie. J'ai dû perdre 10-15 kilos de muscle, j'ai pris 10-15 kilos de graisse, et finalement, on peut enfin m'opérer. Il y a une toute petite fenêtre où les salles d'opération sont ouvertes. Là, Géraldo de Coulon, mon chirurgien qui va me rallonger le psoas, me dira après, tu as eu du bol parce qu'on a juste pu ouvrir les salles d'op une semaine après, elles étaient de nouveau fermées. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que je serais en chaise roulante à vie. Alors, à ce moment-là, on ne savait pas du tout si j'allais remarcher. Bref, une petite fenêtre s'ouvre et là, on m'opère. Donc, 2 chirurgiens, 4-5 heures d'opération. D'une part, une prothèse totale de hanche, donc on met une grosse boule en fer à la place de la tête du fémur. Et d'autre part, on me rallonge le psoas, ce qui est essentiellement fait en coupant l'iliopsoas, qui est la partie basse du psoas. Ce qui est ensuite très gênant pour certains mouvements. J'en pleure d'émotion. J'ai beaucoup apprécié l'attitude de ce chirurgien Géraldo de Coulon qui me dit mais je ne suis pas là juste pour t'opérer, je serai là après, et qui va continuer à me suivre après. Donc on m'opère. Ensuite, de quoi je me retrouve en clinique de rééducation. C'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement délicat de savoir si je vais réellement remarcher. Et j'ai 15 kilos de graisse.
que je vais devoir perdre et refaire ma musculature. Là-dessus, à un moment donné, je rencontre une nana qui est bodybuildeuse, qui a tout perdu pendant le Covid. Elle avait une salle de sport qu'elle a perdue parce que bah, les portes ont dû fermer à cause du confinement. Et elle m'a dit qu'elle a déjà fait de la rééducation de handicapés plusieurs fois. Et je vois un peu, et que c'est une spécialiste du mouvement correct. Je vois un peu ce qu'elle sait faire. Et je lui dis, je veux travailler avec toi. C'est Coralie Marchisio, dont je regrette actuellement qu'elle travaille dans un bureau et qu'elle ait malheureusement dû s'adapter à la nouvelle situation, qu'elle ne puisse plus faire sa merveilleuse vocation de coach sportif, parce que cette nana va me remettre debout. Elle va avoir un contrat de travail pour travailler avec moi 1 heure par jour. Elle va pouvoir analyser mes mouvements, m'expliquer d'une façon très différente de ce que font les physiothérapeutes, et surtout avec un suivi beaucoup plus conséquent, ce que je dois faire. Elle va me donner le goût de l'effort. Elle va aussi petit à petit m'enseigner un petit peu les petits trucs du bodybuilding pour construire de la musculature. Je veux dire, le bodybuilding, c'est pas juste de soulever des haltères, il y a des notions de nutrition. Et puis, il y a des drogues, dont on va assez peu parler ici. Il y a des stéroïdes qui servent à construire de la musculature. Euh, c'est controversé. Dans certains pays, comme l'Espagne, il est légal et recommandé d'utiliser certains stéroïdes pour reconstruire de la musculature en post-opératoire. Dans d'autres pays, c'est totalement illégal. Moi, je suis dans un pays où c'est illégal et donc je vais devoir utiliser des stéroïdes de contrebande, avec toutefois un suivi médical avec mes médecins, parce que eh bien, il y a le secret médical et il y a une certaine liberté de culte, on va appeler ça comme ça. Bref, je vais utiliser des stéroïdes de contrebande avec des analyses et un suivi médical officiel. Je vais me mettre sur des forums de bodybuilding euh, avec lesquels je vais pas mal m'engueuler parce que bah, le forum de bodybuilder, ils sont à la fois beaucoup de respect pour ma démarche et extrêmement critiques sur le fait que bah, mon cas est totalement atypique, et ils ont un peu de la peine à me suivre quand je leur dis que je vais utiliser des stéroïdes. Mais toujours est-il que je vais en quelques années, en 2-3 ans, je vais effectivement arriver à perdre 15 kilos de graisse et à reconstruire 10-15 kilos de muscles. Je vais pas frimer, je pense plutôt 10 que 15. Toujours est-il que je suis encore aujourd'hui en train de regagner de la musculature. Parce que oui, j'ai pris goût au bodybuilding, ce qui me semblait totalement... On m'aurait dit ça il y a quelques années, ça m'aurait semblé totalement invraisemblable. Donc voilà, ça c'est la 4e fois où j'ai appris à marcher. Et j'espère que ça va durer. Voilà, c'était l'histoire des 4 fois où j'ai appris à marcher dans ma vie. Je me considère personnellement comme... je pense que c'est un exploit. Je pense que peu de champions... non, j'exagère, mais je pense que ça a nécessité une discipline similaire à ce que bien des champions adulés qui ont des médailles d'or aux Jeux Olympiques peuvent avoir, et que par contre c'est un effort anonyme qui est extrêmement peu salué, donc je le salue pour moi-même. Et je terminerai en répétant les mots de mon professeur de sciences qui tranquillement m'a regardé
il y a quelques mois en me disant je pense que tu as largement démontré que tu étais ton meilleur médecin. C'est peut-être, c'est sûrement le plus bel hommage que j'aie jamais reçu. Voilà, donc on a abordé aujourd'hui un peu de chirurgie. Je pense que pour le prochain épisode, on fera un peu plus de chimie, biochimie. Et on fera encore un autre épisode sur de la neurologie. Voilà, je vais faire ça par strate, par discipline plutôt que temporelle. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre écoute. Ciao.